Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision qui débute tout de suite avec Info 10. Nous sommes le mardi 19 décembre 2023 et le gouvernement a fait usage d'un 23e 49.3 pour faire passer en force le budget 2024. Mais ce n'est pas le plus gros puisque la loi immigration a été votée par la Chambre haute avec les mesures proposées par le Rassemblement national. Suite à la motion de rejet du texte initial, des négociations ont été menées en commission mixte paritaire pour le durcissement de ce texte. Et sans surprise, le Sénat, majoritairement à droite, a largement voté la nouvelle version du projet. Le texte a rassemblé 214 voix pour et 114 contre. Une victoire idéologique pour Marine Le Pen qui a annoncé que les députés RN voteront le texte. De quoi faire enrager une douzaine de parlementaires Renaissance qui s'abstiendront et 7 ministres qui menacent de démissionner et quitter le gouvernement. Quant au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il affirme, je cite, qu'il n'y aura pas de texte s'il n'y a pas de majorité sans le Rassemblement national. Ce à quoi Emmanuel Macron rajoute que si le texte passe avec les voix du Rassemblement national, eh bien, il activera certainement l'article 10 de la Constitution afin de demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Et ici en Guadeloupe, la communauté aéroportuaire rend hommage à Patrick Amable, pilote professionnel décédé lors d'un crash d'avion. Avant le rapatriement de son corps en Hexagone, il a effectué une dernière escale à Pôle-Caraïbes. Regardez. Oui, effectivement, c'était très important pour nous, très important aussi pour la compagne de Patrick, que sa dernière escale avant de rejoindre la France métropolitaine pour sa cérémonie d'obsèques, que sa dernière escale soit à l'aéroport Pôle-Caraïbes où Patrick a pu exercer son métier et partager donc ses différentes passions, en particulier celle donc de pilote professionnel. Ah oui, absolument. En fait, mon frère adorait l'aviation et c'était le lieu idéal pour lui rendre hommage. Ça, c'est une évidence, bien sûr. Oui. Patrick, avec nos sincères condoléances et tous nos vœux de courage pour ton fils Mike, ta compagne Sabine et tous les membres de ta famille de très proches ici présents. Bon voyage, Patrick. 17 communes de Guadeloupe sont dans le collimateur de l'agence des 50 pas géométriques. En charge de la gestion des ensembles urbains sur cette bande littorale, l'agence prend des mesures conservatoires, notamment dans les zones exposées aux risques naturels. Des opérations de relogement seront donc menées pour les populations concernées. Les espaces en bord de mer seront ainsi récupérés. Et pour éviter que les personnes n'y reviennent, eh bien, l'agence et la SEM patrimoniale aménageront ces espaces qui seront destinés à l'activité économique. Le reportage. Il faut savoir que les services de l'État ont identifié sur 17 communes de la Guadeloupe des espaces où les risques naturels sont tels qu'ils sont susceptibles de menacer les vies humaines. Et donc dans ce cadre-là, il importe de pouvoir procéder à une opération globale de relogement et de relocalisation qui va se faire avec donc l'ensemble des acteurs publics concernés, et notamment l'agence, mais l'État, les communes concernées et d'autres acteurs publics. Ça se fera peut-être de manière provisoire dans un premier temps, puis pérenne dans un second temps, mais il est hors de question de considérer que ces personnes dont la vie serait menacée par des risques naturels doivent demeurer là où elles sont actuellement. Il faut pouvoir les reloger. Ça ne se fera pas de manière brutale, ça se fera effectivement par de la concertation. En tout cas, c'est le vœu que nous avons à l'agence, c'est au niveau du service de l'État et des communes. Mais il faudra justement mettre en place cette politique publique de relocalisation avec des acteurs publics, dont notamment la SEM Patrimoine. L'apport que nous, on fait dans ce partenariat, c'est notre expertise en matière économique sur des plateformes qui sont vouées soit à de la location, pourquoi pas sur de l'acquisition, mais qui sont vouées uniquement à l'activité économique, puisque ces zones-là ne peuvent plus être habitées. Donc, pour éviter que d'autres personnes ne reviennent sur ces zones, l'agence 50 pas nous consulte pour savoir quel projet économique qui peut être mis en place. Et à ce moment-là, l'agence peut décider de porter le projet, de faire appel à d'autres opérateurs
fort je dirais, de l'expertise que nous, on lui a apportée. Je dirais que c'est une assistance mutuelle. Une assistance mutuelle dans le sens où nous, on apporte notre expertise et l'agence nous apporte aussi, pourquoi pas, des lieux intéressants et qui sont valorisables économiquement et qui peuvent être intéressants pour des retombées économiques. En somme, certains espaces en bord de mer sont trop dangereux pour y vivre, car exposés aux risques majeurs, mais suffisamment safe, en tout cas pour y faire de l'argent. Et en parlant de risques majeurs, Christian Anténor à Bazac poursuit ses opérations de sensibilisation au tremblement de terre auprès des scolaires. Avec le Sismobus, il a fait une halte aujourd'hui au bourg de Bémao. Regardez. On continue nos simulations et on fait effectivement ça sur Bémao aujourd'hui. Déjà avec la ville, nous avions organisé une pré-évacuation d'un certain quartier il y a quelques semaines de ça en cas de séisme. Et là, nous faisons, on va dire, la préparation avec les écoles. On va dire que c'est une présentation des choses et je leur explique pourquoi on a les tremblements de terre, qu'est-ce que font les tremblements de terre, quelles sont leurs conséquences et à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc ça leur permet d'avoir une bonne prise de conscience parce qu'ils sont jeunes et l'avenir est à eux. Et donc ça leur permet d'avoir une bonne prise de conscience justement pour le futur, en cas de... Parce que ça va se produire, ça c'est sûr. En fait, c'est une manifestation pour, comme ça, en cas de séisme, qu'on soit déjà préparé. Par exemple, la nuit, ne pas se mettre en dessous de son lit, se mettre sur le côté et mettre notre oreiller sur notre tête. Que si c'est dans la rue, c'est essayer de voir où on est et de se mettre loin d'un immeuble. Et si, par exemple, aussi, c'est le jour, tu es dans un immeuble, tu es au rez-de-chaussée, tu as 5 secondes pour partir. Et si tu es à l'étage, plus te mettre dans les WC ou sinon trouver un coin, se mettre sous une table solide et voilà. C'est vrai qu'on est toujours tétanisé quand on a un tremblement de terre parce que ça n'avertit pas. Mais il est important que les enfants puissent être préparés et après puissent faire rejaillir ces connaissances-là autour d'eux, dans leur famille. Et donc pour nous, il paraît important que les enfants soient là ce matin. Avec l'habitude que l'on a de voir des élèves de tous les niveaux, y compris des premières terminales, ces jeunes-là, l'avenir est à eux et je crois qu'ils perçoivent beaucoup bien les choses parce que ça va leur rester. Moi, si je me rappelle ma jeunesse à cette époque-là, il y a beaucoup de choses qui me sont restées. C'est pour ça que je suis parti dans ce domaine-là aussi. Il y a des gens passionnés. Et je sens, par rapport au groupe de tout à l'heure, qu'il y a des petits jeunes qui sont passionnés et qui posent des questions. Voilà. Et donc, ils s'y intéressent. Et bon, il faut souhaiter que les choses ne se produisent pas du tout de suite, que les gens soient prêts. Mais ces jeunes-là, ils seront prêts, à mon avis, pour l'avenir. Il est important que les enfants entendent parler d'épicentres, de plaques tectoniques, de toutes ces choses-là. Et surtout que la Guadeloupe est une île où on a quand même les 4 risques majeurs qui sont présents et qu'on doit vraiment être sensibilisé à ces notions-là. Un reportage signé Solène Fèvre. Et maintenant, je reçois Dominique Biras, président du CIVAD. Bonsoir, monsieur Biras. Bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Alors, le CIVAD qui fête cette année ses 50 ans d'existence. Et à cette occasion, vous souhaitez organiser justement une table ronde autour de la question qui est quand même prégnante de la gestion des déchets ici en Guadeloupe. Vous êtes président du CIVAD depuis 2020. Vous avez pris la succession de Michel Riasson, qui est resté quand même 12 ans à la tête du syndicat de valorisation des déchets de Guadeloupe. Donc 3 années à sa tête. Comment se porte le syndicat financièrement, déjà dans un premier temps, puisque la Chambre régionale des comptes parlait d'une lourde dette de 15 millions d'euros qui devait être épurée? Non, d'une créance. Une créance. Plus précisément, non, le CIVAD se porte bien. À ce titre, nous sommes sortis avec 4 millions d'excédents. De cela, nous avons 50 millions de créances qu'on nous doit. Voilà la lecture. Et qui sont les principaux débiteurs, les collectivités? Toutes les communautés qui sont sorties du CIVAD et qui ont créé Sénoval, et ils ont laissé ces actifs que nous devons et qui sont aujourd'hui sur la table du préfet. Et le préfet doit véritablement en prendre acte. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est ce que nous faisons du CIVAD. Nous avons
créer des relations humaines. À ce titre, aujourd'hui, nous avons un contrat moral avec le personnel qui s'inscrit effectivement dans ce saut qualitatif que nous devons faire grâce à ces usines que nous allons créer. Le CIVAD aujourd'hui crée du biogaz. Il faut que la Guadeloupe le sache. Il crée de l'électricité, près de 2000 foyers. Mais nous voulons, grâce à ce que nous avons comme objectif, aller encore plus loin. Et ainsi, le CIVAD, de par 3 thématiques, parce que le CIVAD, il faut dire que le CIVAD regroupe Cap Excellence, regroupe la communauté de Marie-Galante, il faut y penser aussi, et le Nord Basse-Terre dans la commune de Petit-Bourg et de Goyave. Ça représente à peu près 143 000 foyers qui sont concernés par la collecte justement du CIVAD. Tout à fait. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que le CIVAD de demain va représenter 75% du territoire. Toute la Basse-Terre sera annexée au CIVAD afin de pouvoir produire 120 000 tonnes de déchets pour pouvoir produire 70 000 de CSR, combustion solide de récupération. Donc vous êtes vraiment dans une optique en fait de valorisation maintenant sur la production donc d'électricité à partir de cette production de déchets. On va de ressources. De ressources. Maintenant, je ne parle plus de déchets. Ces déchets vont devenir des ressources. Très bien. Et ces ressources permettront, dans une seconde phase, avec la région, avec l'État, avec ces communautés, de pouvoir créer véritablement, je dirais, ce défi, qui est ce défi de l'énergie, de la valorisation. Vous parlez de 75% des communes. Du territoire. On est quand même plus dans une rationalisation normalement des moyens, des compétences. On devrait tendre techniquement vers un syndicat unique comme ce qui a été fait pour l'eau. Visiblement, ce ne sera pas le cas pour les déchets. Aujourd'hui, la politique de la région est de positionner 2 structures, le CIVAD et le Sénoval. D'accord. Nous avons pris acte. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est quelle définition que nous faisons véritablement de ces ressources. Ces ressources où le citoyen doit s'emparer pour pouvoir véritablement voir que c'est une chance, une aubaine. Mais il faut faire sentir aux citoyens cette chance. Oui, parce que nous avons plusieurs projets. Je vous ai parlé de l'usine de CSR. Mais nous allons développer aussi une ferme solaire de 17 hectares pouvant créer véritablement une nouvelle conception de l'énergie. Nous avons aussi en vue une usine de méthanisation. L'usine de méthanisation pourrait permettre de régler à la fois les biodéchets, à la fois les déchets verts et à la fois aussi la problématique des sargasses. Nous collectons les sargasses, mais nous ne les traitons pas. Donc voilà toute cette vision que nous avons. Et je n'oublie pas Marie-Galante. À mon arrivée, on payait rien que pour le transport près de 300 000 euros. Aujourd'hui, nous avons su réduire la fracture en 2 et demain... Comment vous avez fait justement pour réduire ces coûts qui étaient surélevés? Vous avez réduit le nombre de rotations? Non pas réduire le nombre de rotations, mais la continuité territoriale en matière de transport où nous avons fait la région prendre acte. Et demain, je tiens à vous dire que nous allons avoir un coût zéro transport, car très bientôt, nous allons mettre en place une enrubanneuse pour Marie-Galante. Cette enrubanneuse va permettre à ce que Marie-Galante soit au même titre que n'importe quelle commune de la Guadeloupe. Voilà l'ambition que nous avons au CIVAD et cette ambition que nous voulons partager. L'élément important que nous devons faire comprendre à notre population, les déchets ne sont plus des déchets. Les déchets deviennent des ressources. Et dès lors que ces ressources seront transformées en CSR, cela va produire de l'électricité, cela peut produire du gaz. Et en produisant cette énergie, c'est le Guadeloupéen qui gagne, c'est sa facture qui gagne. Et c'est ce forum que nous allons organiser jeudi au Mémorial Act à 18h, et où il y aura des tables rondes avec des spécialistes, des Guadeloupéens, qui sont dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des déchets, qui puissent nous permettre de faire comprendre ce qui existe ailleurs. Nous pouvons le faire chez nous.
Donc adaptation, on a bien entendu, donc création d'usines qui pourraient produire de l'électricité par méthanisation notamment, une enuro-urbaneuse pour Marie-Galante. On a noté également faire participer la population, lui faire prendre conscience de la ressource en question, c'est une bonne chose, mais ce qui intéresse surtout la population, c'est le porte-monnaie. À savoir, est-ce que le coût du traitement des déchets sera revu à la baisse ces prochaines années, sachant qu'on est sur des coûts 2 à 8 fois supérieurs quand même à l'Hexagone. Donc, est-ce qu'on va arriver à baisser les prix? Vous savez, si je cherche à communiquer, à faire comprendre l'intérêt que la population doit porter à ce sujet, c'est cela. C'est qu'hier, les déchets coûtaient. Aujourd'hui, avec véritablement toute cette politique que nous pouvons mettre en place, je ne dirais pas que les déchets ne vont pas coûter, mais cela va réduire tellement le portefeuille de l'habitant qui puisse permettre véritablement de voir des jours meilleurs. Ce qui nous devons noter que dans des pays, aussi bien que la France, aussi bien dans des pays asiatiques, la maîtrise de ces déchets, la maîtrise de l'énergie, elle est déjà en route. Nous avons un pays vertueux. Et que si nous arrivons à faire cette usine de CSR, cette ferme solaire, cette usine de méthanisation, l'enrubaneuse pour Marie-Galante, nous aurons créé un défi sans précédent et nous serons les premiers de la Caraïbe à avoir véritablement ces outils permettant une meilleure corrélation de l'énergie, de la valorisation, l'écologie et le domaine environnemental. Est-ce qu'il y a la volonté politique derrière, M. Biras, puisque bon, en termes de gestion des déchets, on a attendu beaucoup de projets, dont la plateforme multifilière que M. Rinson a promue pendant plusieurs années. On ne les a pas vus sortir de terre. Est-ce qu'on pourra avoir des garanties sur ces différents équipements qui pourraient effectivement aider à la valorisation des déchets? Je vous parle de l'usine du CSR. Au moment où je vous parle, les offres sont sur la table. Ils sont en train d'être analysés. Si tout se passe bien, signature en septembre, et nous devons voir véritablement les réalisations commencer en 2025. L'autre approche aussi, c'est que je ne suis que l'aiguillon. Si je ne suis pas accompagné avec l'État, si je ne suis pas accompagné avec la région, si je ne suis pas accompagné avec le département et les communautés d'agglo, de façon à pouvoir des subventions, un auteur de subventions pour un grand projet, car les grandes problématiques de la Guadeloupe, c'est quoi? C'est les déchets, c'est le transport, c'est l'eau. Si aujourd'hui, l'État a su mettre les moyens conséquents pour pouvoir régler le problème de l'eau, nous devons en faire de façon identique pour les déchets, car nous sommes en retard. Au moment où je vous parle, la Réunion va obtenir sa deuxième usine. La Martinique aussi va obtenir sa deuxième usine. En Guadeloupe, il n'existe rien. Donc aujourd'hui, le cri d'alarme que je lance, c'est ce défi, une fois pour toutes, avec la région, le département, l'État et aussi bien le CIVAD, que ces usines puissent sortir et puissent créer véritablement les conditions meilleures pour la population guadeloupéenne. En tout cas, tous ces sujets seront donc en débat pendant votre table ronde qui se déroulera donc ce jeudi au Memorial Act à Pointe-à-Pitre. En tout cas, merci beaucoup Dominique Biras, je le rappelle, président du CIVAD, d'être venu sur ce plateau ce soir. Merci. Et à l'occasion de la visite de l'ambassadeur d'Inde en France, l'Université des Antilles en profite pour tenter un rapprochement avec les établissements de la 5e puissance mondiale. Regardez. Nous avons tenu à ce que l'ambassadeur soit présent au niveau de la Guadeloupe pour créer des liens entre l'Inde et notre territoire. Il y a d'abord eu l'aspect mémoriel, l'aspect culturel, l'aspect économique. Et aussi, ce que nous voulons, c'est qu'il puisse y avoir un partenariat avec les universités, entre les jeunes de la Guadeloupe et ceux de l'Inde, puisqu'il faut rappeler que l'Inde est quand même une population de plus d'1,4 milliard, c'est une puissance économique. Donc il y a des perspectives sur ce plan pour la jeunesse, pour l'université, mais au-delà, ce sont donc des liens forts que nous devons pouvoir maintenir et accentuer. C'est une visite d'importance pour l'Université des Antilles, compte tenu de la place qu'occupe aujourd'hui l'Inde dans le monde, au niveau principalement économique, mais aussi académique. Et donc ce sera l'occasion de nouer des échanges avec les universités de l'Inde en particulier. J'espère des échanges de mobilité d'étudiants et de personnel, mais également des programmes de recherche communs. It was one of the highlights of my visit to Guadeloupe because I think
One, University of Antony is an excellent university, high global standing, sharp students, great work being done, but also because I think universities and youth lay the foundation for the future, not just for their countries, but also for the future of partnerships. So when we think of India and France, when we think of Guadeloupe and India, then we have to also invest in building the collaborations between youth, on research and on education. Je trouvais un homme plein de bienveillance, d'engouement pour la Guadeloupe, ce qui est pas courant. Honnêtement, j'ai trouvé qu'il a été assez clair et fluide dans l'échange qu'on a pu avoir, puisqu'il a donné exactement, il n'a pas fait de langue de bois en fait. Donc globalement, on sait quels sont les axes stratégiques de travail sur lesquels il veut participer. Ce sont des choses qui se passent à niveau, bien sûr, politique et universitaire. Donc à niveau étudiant, on en voit les retombées qu'il viennent après. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir pu être, d'avoir été invité et d'avoir pu participer à la construction d'une vision stratégique de collaboration entre deux pays. L'enjeu, c'est de participer à la dynamique qui est très forte de développement du pays, du territoire indien, et de nous associer, compte tenu de notre histoire, que nous avons en Guadeloupe une partie importante de notre population qui a des origines indiennes, donc d'en profiter pour avoir un lien privilégié avec l'Inde et en particulier avec ses universités et participer à cette dynamique de progrès et de démarche scientifique de progrès. Et n'oubliez pas que l'université a rejoint le classement de Shanghai, l'Université des Antilles, pour sa recherche en écologie. Donc peut-être que c'est là le bon biais pour discuter, travailler, échanger et collaborer avec l'Inde. Excellent. Et on part maintenant pour l'inauguration de la seconde maison France Service de la ville de Petit-Bourg. C'est la seconde maison France Service de Petit-Bourg. Pourquoi prise d'eau? On l'a fait ici parce que ici c'est le second pôle en termes résidentiels, en termes d'habitat, en termes d'activité. C'est important pour que nous puissions rapprocher les services publics de la population. Vous savez, dans notre système, il y a beaucoup d'administration, il y a beaucoup de formalités, il y a beaucoup de sujets à maîtriser. Et je pense que l'éloignement du service public avec la population constitue beaucoup parmi les raisons d'un ras-le-bol, d'une exaspération de nos concitoyens. Et nous nous donnons la mission de rapprocher et faire en sorte que les gens disposent au plus près d'eux des personnes qui expliquent, qui accompagnent, qui simplifient les démarches et qui portent l'information, qui aident nos administrés à justement accéder aux différentes prestations des services publics, quel que soit le service public. On peut comptabiliser sur le premier France Service qui est dans le bourg, plus de 5000 passages. Donc, oui, donc ça veut dire que c'est une structure que les habitants de la zone attendent avec beaucoup d'impatience. Et c'est surtout un moyen de garder de la proximité entre les administrations, les services qui sont autour de l'administration. J'ai parlé de la CAF, mais ça peut être aussi les impôts, ça peut être également un certain nombre de structures qui accompagnent les usagers dans la rédaction, par exemple, de leurs actes administratifs. Et donc, garder la proximité, c'est quelque chose de très important. Donc, c'est une façon pour nous aussi d'apaiser nos populations et d'être plus utile pour ces gens qui ont besoin du service public, puisque c'est une belle mission, le service public. Un reportage de Maxime Morel. Élie Babel présente son exposition Catharsis du pardon au Fort d'Elgrès à Basse-Terre. Et pour ce faire, l'artiste brise les codes techniques de la photo et a créé sa propre texture d'image. Regardez. Ce qui m'a poussé, c'est une réflexion sur des notions propres à chez nous, telles que pardon, paka, guéri, boss. Et puis, bien entendu, ma vie. L'histoire de ma vie. Le pardon, c'est quelque chose qu'on vit tous et qui parfois nous émeut, qui nous prend vraiment aux tripes. Et elle peut exprimer en nous une forme de malaise, de mal-être, alors que c'est censé nous faire du bien. Je voulais me démarquer. Et je me disais, mais qu'est-ce que je pourrais amener de plus? Comment faire émerger un côté authentique? Et c'est à partir de là que j'ai commencé à briser tous les codes techniques de la photo
Et je me suis engouffré dans les pixels, dans le flou, pour avoir une texture qui vienne de moi. C'est-à-dire que l'on puisse regarder une image, comme moi-même je regarde une image, que je peux dire « Ah ouais, ça c'est mon travail ». C'est une expo en 7 étapes, avec 7 séries chacune. Tout ce cheminement a été mûrement réfléchi de façon à ce que chacun dans le cheminement, dans le parcours, puisse se retrouver, voir un petit peu aussi son vécu. Et le final, une installation, celle-là, c'est ma préférée parce que, en fait, j'avais posé les questions sur les réseaux aux personnes, qu'est-ce qu'ils pensent du pardon, qu'est-ce qu'ils pensent de la catharsis, ou qu'est-ce qu'ils pensent de la catharsis du pardon. Et ils m'ont fait des retours, j'ai eu plus de 70 réponses. Ils sont tous installés dans la pièce du fond avec une photo animée, un GIF. Et cette photo s'appelle « La fontaine de Jouvence ». Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Et notez que l'ensemble du projet de loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration a été adopté par l'Assemblée nationale avec 65,23% des suffrages. Une victoire pour Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui se réjouit d'avoir pu se passer des voix du RN pour remporter la majorité. Un texte qui s'est voté à 349 voix pour et 186 contre. Et donc, le projet de loi immigration est adopté par l'Assemblée nationale. Une bonne soirée à vous à l'écoute des programmes de Canal 10. N'oubliez pas que chez nous, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain. Des bisous tout le monde. À venir dans la tranche info, le focus, ce sera tout de suite après la coupure pub. Sinon, je dis bonsoir à tous les internautes qui nous suivent sur le Facebook et vous derrière votre petit écran. Alors, on va avoir du débat, franchement, sur l'adoption du projet de loi pour contrôler l'immigration. Il faudra voir un petit peu les points qui risquent de poser un petit peu problème. Mais clairement, c'est une version beaucoup plus dure que ce qui avait été présenté initialement. Et donc, bon, vous savez comment ça va se passer. On se quitte pour une page de pub.